Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder votre émission Ligne de Mire, émission consacrée ce jour sur le point relatif à la réforme souhaitée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, réforme du cadre réglementaire qui encadre donc l'activité politique dans notre pays pour donner corps à ces propositions qui avaient été faites lors du mois d'avril 2024 lors de l'organisation du dialogue national inclusif. Brice Clotaire Oligui Nguema fixe donc le cap avant l'organisation des prochaines élections jumelées au Gabon. Dans cette forte actualité, le président de la République a donc reçu en audience ce 7 mai au palais de la présidence de la République les représentants des partis politiques avec qui il a échangé sur ces réformes jugées importantes qui vont déboucher dans les prochaines heures sur la mise en place de 2 comités dont l'un est consacré à la rédaction d'une loi consacrée donc aux partis politiques, à l'activité menée par les partis politiques au Gabon et une autre loi en lien avec le redécoupage électoral sur l'ensemble du territoire. Pour aller dans le menu détail de cette forte actualité en lien avec la politique, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette émission Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Combo. Et Jean-Christian Combila, journaliste, analyste politique également et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Combila, bonsoir. Bonsoir, monsieur Combo. Et avant d'aller dans le vif du sujet, retour justement sur cette actualité avec nos confrères de la presse présidentielle qui nous font ici le résumé de ces échanges que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu avec la classe politique nationale. 81 formations politiques sur une centaine rassemblées au sein du Conseil national de la démocratie qui ont échangé avec le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, au moment où notre pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Face au président de la transition, acteurs et animateurs de la vie politique sont venus réaffirmer leur position en faveur du oui pour cette nouvelle loi fondamentale qui ouvre une nouvelle ère, qui trace une trajectoire commune respectueuse des valeurs ancestrales et républicaines, qui garantit les libertés individuelles, les droits et devoirs du citoyen. L'adoption de cette nouvelle constitution ne suscite malheureusement pas l'adhésion de tous. Le président de la République, qui prône l'inclusion et la cohésion, aurait voulu également échanger avec les partisans du non. Mais moi j'aime discuter même avec ceux qui ne sont pas d'accord. Si déjà on est tous d'accord pour ce projet de constitution, donc pourquoi on discute? Pourquoi on échange? Pourquoi on dialogue? Puisqu'on est sur la même voie. J'aurais voulu échanger, comme je le disais aux représentants, amenez-moi tous ces partis, faites venir tous les partis. Le oui et le non ne doivent pas nous diviser, nous sommes des Gabonais. Ce qui compte, c'est la cohésion. Depuis le début, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'inclusif. Même s'il a ses idées contradictoires, on peut s'asseoir ensemble et puis échanger. Qu'est-ce qui l'amène à dire non? Et on peut en débattre. Donc il ne faut pas les exclure. Ils font partie du Conseil national de la démocratie. Il fallait les amener. C'est avec eux qu'on doit discuter. Qu'est-ce qui dérange? Nous étions ensemble le premier jour au 30 août 2023. Il n'y a pas de raison qu'on se sépare à mi-chemin. Pour l'instant, ce n'est pas l'élection de quelqu'un. C'est un document que nous devons voter. Ça ne doit pas nous diviser. Ce projet de constitution est l'expression de la volonté du peuple gabonais au cours du dialogue national inclusif. La constitution est un acte juridique, fondement d'un État réunissant l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation d'une nation et les grands principes qui la structurent. Fort de ce postulat, l'adoption de cette nouvelle constitution est un devoir collectif car elle participe au retour de l'ordre constitutionnel. On ne peut pas être un État si on n'a pas de constitution, puisqu'on a dissous l'ancienne. On a le drapeau, le vert, jaune, bleu, qui flotte. Je regarde dans les rues de Libreville, il est partout, on a l'hymne national. On a nos frontières, on a la population avec les partis politiques qui y vivent. Donc, c'est ce document qui nous manque. L'histoire du 30 août
été faite à cause de tout ce que vous avez dénoncé. Maintenant, cette histoire, si on l'a tous aimé, applaudi, ce coup de libération, ça doit continuer. Mais ça continue avec quoi? La Constitution. Qu'est-ce que nous, les militaires, nous nous sommes dit? C'est la restauration des institutions. Je pense que c'est de ce qu'on parle toujours dans tous nos discours. Restaurer les institutions, restaurer les institutions. Et certains parmi vous le répètent même en disant, les militaires ne sont pas venus pour construire le pays. Ils ne doivent pas construire, ils ne doivent pas faire les routes, ils doivent restaurer les institutions. Mais restaurer les institutions, c'est quoi? C'est s'attaquer à la Constitution. Donc, si on n'arrive pas à écrire notre Constitution, on restaure les institutions comment? Parce que de là va découler plusieurs lois organiques. Donc, on restaure d'abord la loi fondamentale. Une fois qu'on finit de restaurer la loi fondamentale, d'autres lois vont découler. Et le projet, vous l'avez parcouru. L'échéance est cruciale, le peuple gabonais est appelé aux urnes pour se prononcer en faveur du oui ou du non et de lutter contre l'abstention. Cette nouvelle constitution se base sur des piliers essentiels, liberté fondamentale et respect du pluralisme politique, justice sociale et égalité des chances, limitation stricte des mandats présidentiels, transparence dans la gestion des ressources publiques, entre autres. Voilà, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, s'est donc voulu pédagogue face aux acteurs politiques en fixant le cap en ce qui concerne donc la mise en place de ces deux comités qui vont, je l'ai dit, élaborer pour le premier la loi qui va désormais encadrer l'activité des partis politiques au Gabon, mais également la loi relative donc au nouveau découpage électoral avant l'organisation de ces prochains scrutins. Avant d'aller dans le détail, parce que l'émission va la scinder en deux, une première partie consacrée à cette rédaction de la loi qui va donc désormais encadrer l'activité politique au Gabon, et la seconde partie, elle, sera consacrée évidemment au découpage électoral. Mais avant, revenons sur ce propos du président de la République par rapport à l'absence de certaines formations politiques, notamment celles qui avaient voté non lors du référendum du 16 novembre 2024. Brice Clotaire Oligui Nguema a souhaité, lui, avoir également des échanges avec ces personnalités politiques qui n'ont pas forcément, qui ne partagent pas forcément sa vision. C'est essentiel à la démocratie. Bon, écoutez, vous savez, quand on est chef d'État, on est président de la République, on n'est pas président de ses partisans. Et lorsque des questions d'ordre national d'envergure, comme le code électoral, qui entraîne naturellement la Constitution, le président obéit aux responsabilités régaliennes de consulter, d'informer toute la classe politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas challenger dans le champ politique, mais ça veut dire qu'il fait là une illustration parfaite de ce que la démocratie impose aux hommes d'État, c'est-à-dire partager les responsabilités à hauteur et à mesure que la Constitution vous l'impose. C'est un exercice normal. Cet exercice ne doit pas être compris ou entendu comme étant une volonté de s'avancer ou de prendre des responsabilités. Seulement dire, bon, écoutez, cette situation impacte toute la nation. Il faut bien que tous ceux qui participent à enrichir le jeu démocratique, notamment les responsables politiques, soient tenus informés et échangent avec celui qui, au sommet de la vie de la nation, incarne la stabilité et la sérénité de toutes les institutions. C'est l'institution qui représente. Donc, ce n'est pas tant l'homme, c'est l'institution en équilibre avec les autres institutions qui échangent sur le besoin de rendre dynamique la République à l'aune du citoyen et de la vision qu'il projette dorénavant de faire impacter sur le Gabon. C'est une très bonne chose. Alors, Jean-Chrétien Combila, on sait, et d'ailleurs ça a été rappelé par la journaliste, notre consoeur de Gabon de la presse présidentielle dans le reportage qu'on venait de diffuser, qu'il y a eu 81 partis politiques qui ont pris part à cette rencontre avec le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y en a plus d'une quarantaine, je pense 43, qui n'ont pas pu avoir accès au palais présidentiel parce qu'ont été reçus que les partis légalement reconnus. Donc une quarantaine n'ont pas pu avoir accès parce que ce ne sont pas des partis reconnus. Mais j'ai cru voir sur les images la présence d'un représentant d'un mouvement. Non, au nom de son parti politique, il a été présent, mais pas au nom de ce mouvement qui avait soutenu le non lors du
référendum du 16 novembre 2024, Théophile Makita Niembo, qui lui a un parti qui est reconnu, mais qui est dans la plateforme Ensemble pour le Gabon dirigée par Alain-Claude Bilibinze. Bon, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que ceux qui ont fait ce jeu de la politique de la chaise vide-là sont à rebours des enjeux du moment? On peut le dire. En pareille circonstance, déjà, nous sommes des traditionalistes et puis il y a un adage qui est répandu dans toutes les cultures de notre pays qui veut que l'appel ne se refuse pas. Maintenant, le président de la République a convié un certain nombre de responsables politiques de haut niveau, n'est-ce pas, à cette rencontre, en particulier les responsables des formations politiques légalisées. Il faut saluer cette démarche du président de la République qui inaugure son magistère par ce souci de continuer à promouvoir le dialogue avec l'ensemble des forces vives du pays. Et lorsque l'on est un acteur politique de premier plan et que le président de la République démocratiquement élu nous appelle, n'est-ce pas, à un échange, nous appelle à un partage de vues sur l'avenir de notre pays, il faut toujours saisir ce type d'opportunité-là pour pouvoir non seulement prendre acte de ce qui va se dire, mais également pour pouvoir in situ, pourquoi pas, n'est-ce pas, faire entendre sa voix originale et apporter des propositions constructives à la marche de notre pays, surtout qu'il s'agit de préparer des importantes échéances électorales à venir qui vont permettre le renouvellement des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ainsi que les collectivités locales. Alors, ce sont donc des réformes substantielles que Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite apporter dans le paysage politique national, mais surtout en ce qui concerne l'architecture législative, donc le cadre législatif qui encadre la pratique justement de l'activité politique au Gabon. Pascal Nkoulou, vous êtes un acteur politique présent dans le paysage politique national depuis plusieurs décennies. Maintenant, il y a, en ce qui concerne ce premier comité, celui en charge de la rédaction de cette loi qui sera votée et qui va donc apporter ces réformes substantielles-là, il y a certaines indications qui ont été rappelées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. On vous a rappelé, vous, en tant qu'acteur politique, parce que vous avez pris part à cet échange-là. Elles proviennent du dialogue national inclusif et elles mettent en relief des nouvelles dispositions qui auront cours après les prochaines élections. Par exemple, dorénavant, à partir des prochaines élections, pour exister au Gabon en tant que parti politique, il faut avoir 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire, avoir un siège, avoir un compte bancaire, avoir 5 représentants, 5 parlementaires et 30 conseillers. Comment vous réagissez? Bon, écoutez, il faut se rendre à l'évidence, c'est-à-dire que lors du dialogue national inclusif, il y avait eu un certain nombre de sujets qui avaient été portés à l'attention des citoyens et les citoyens ont soumis à l'appréciation du dialogue national leurs différentes suggestions et leurs approches par rapport à chaque thématique ou question qui avait été posée. Notamment, il figurait la question relative aux partis politiques. Je crois que les dernières années de notre pays n'ont pas été de nature à permettre qu'il y ait une meilleure prise en compte, un meilleur regard sur le fonctionnement des partis politiques pour deux principales raisons. Quel que soit le nombre de partis politiques qu'il y avait, l'expression politique au Gabon se jouait entre le candidat à l'élection présidentielle dans la majorité qui rassemblait toutes les forces politiques de cette famille et le candidat à l'élection présidentielle dans le camp de l'opposition qui lui rassemblait tous les autres partis politiques de l'opposition. C'est qu'on avait que deux expressions politiques. Et du coup, effectivement, ça pouvait paraître comme étant une sorte d'ennui ou d'incapacité de voir les partis politiques s'affirmer de manière autonome. Mais il faut reconnaître qu'à la base, l'expression en termes d'engagement avait été confisquée d'une part par Omar Bongo d'abord, pour des raisons évidentes, l'ascension sociale au Gabon et le fait des promotions en conseil des ministres. Donc, la plupart des cadres qui ne pouvaient pas prendre le risque
de se recréer en dehors de Mission cet univers, politique. voilà, choisissaient donc de servir le PDG, quand bien même beaucoup ne partageaient pas l'orientation politique de cette formation. Et ceux qui faisaient le choix de s'engager en politique choisissaient malheureusement de radicaliser leur position en rentrant dans le champ du candidat à l'élection présidentielle dans le camp de l'opposition. Ce qui fait qu'on a eu des difficultés à voir l'utilité des partis politiques, ceci d'autant plus qu'il y a 105 partis, mais il n'y a que deux expressions, une opposition, une de la majorité autour du candidat vainqueur à l'élection présidentielle jusqu'à la dernière élection où le président n'était pas à la tête d'un parti politique, mais beaucoup plus l'expression du rejet de ce que les Gabonais avaient pendant longtemps mis de côté en disant la politique finalement elle sert à rien. Donc aujourd'hui, oui, il faut pouvoir assumer cette responsabilité parce que c'est les politiques, c'est nous-mêmes qui n'avons pas su nous mettre en valeur par rapport à ces deux personnalités qui discutaient le pouvoir central, étant entendu que l'acte politique n'est pas uniquement arrivé à l'accès à la présidence de la République. Donc le président actuel, fort des conclusions du dialogue national inclusif et de l'appel des Gabonais, estime qu'il faut porter des réaménagements à la fois dans le fonctionnement, mais également dans l'actif final des partis politiques. On crée un parti politique pour quoi? On crée un parti politique pour exercer le pouvoir. Mais quel type de pouvoir? Il y a des pouvoirs intermédiaires. Vous avez les assemblées locales, vous avez les assemblées législatives, vous avez... Et puis, bon, au sommet, il y a la présidentielle. Or, au Gabon, personne n'a, semble-t-il, mis l'accent sur les autres étapes intermédiaires. L'essentiel de la bataille politique ne s'est construite qu'autour du fauteuil présidentiel. Donc aujourd'hui, ce que M. Oligui a fait, c'est de dire, reconcentrez-vous, il fixe les normes en se disant que, écoute, la bataille politique, c'est aussi pour aller à l'Assemblée, c'est aussi pour être dans les conseils municipaux. Donc, pour arriver à de tels résultats, il faut effectivement être capable d'avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire national, et peut-être même au-delà, parce que maintenant, il y a des sièges au Parlement qui sont consacrés aux Gabonais vivant à l'étranger. On abordera ce point quand on parlera justement du point relatif au redécoupage électoral. Jean-Christian Kobila, alors, il y a un écosystème politique évidemment dans notre pays qui a été mis en place, qui a pris forme avec le retour du multipartisme en 1990. Et le constat qui a été fait, c'est qu'au fur et à mesure, à partir de 90, il y a eu une forme de délitement de l'actif des partis politiques. Autant on a vu la naissance de plusieurs partis, et pas des moindres, dès 1990, notamment les partis qui étaient opposés au PDG et dont l'incarnation se faisait par certaines figures emblématiques du paysage politique national. Autant ces partis comme le PGP, comme le RNB, comme l'UPG ont fini au fur et à mesure que les années sont passées à se déliter, soit parce que leurs leaders ont disparu, soit parce qu'il y a eu des rapprochements avec le pouvoir en place, bref. Et ça, dans le même sens, occasionné la naissance d'une pléthore d'autres formations politiques sans relief aucun. Est-ce que le problème n'est pas né à partir de ces limites-là qu'on a constatées au fur et à mesure? Écoutez, M. Pambo, le dialogue national inclusif a pointé les problèmes structurels, n'est-ce pas, qui discréditent les partis politiques dans leur fonctionnement quotidien. Et puis, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on a vu depuis 1990 un foisonnement des partis politiques dans notre pays, un foisonnement du pluralisme partisan avec une multitude de partis politiques. Et ça, c'est un acquis, n'est-ce pas, du retour au multipartisme, n'est-ce pas, acquis à partir de 1990. Mais dans le même temps, on n'a pas vu émerger sur la scène politique de grands partis politiques, n'est-ce pas, qui se sont structurés autour des principales préoccupations, n'est-ce pas, des populations, autour des
principales idéologies, entre guillemets, n'est-ce pas, qui fondent notre vivre ensemble. Donc on n'a pas vu ces partis-là. Ce que l'on a vu plutôt, ce sont des partis présidentiels. Partis présidentiels ici, il ne s'agit pas seulement du PDG, il s'agit du PDG, mais il s'agit aussi de l'UPG, qui était structuré autour de son président, qui lui avait l'ambition d'accéder au pouvoir. Il s'agit aussi du PGP de Luagonjo Kawe. Il s'agissait aussi du Rassemblement national des bûcherons du père Paul Mba Abessolo, ou même du CDJ de Jules Aristide Bourdès Ogouligende. Donc on a vu des partis comme ça qui étaient structurés autour de la personnalité du président. Et malheureusement, le président, lui, avait essentiellement l'ambition d'accéder à la magistrature suprême. Et donc, les pouvoirs intermédiaires n'ont pas toujours été la priorité majeure, n'est-ce pas, de ces partis dits présidentiels. Il faut saluer un parti comme le cercle des libéraux réformateurs de Jean-Boniface Asselé. Lui, il n'a jamais affiché l'ambition de prendre le pouvoir. En revanche, il a fait de la conquête, n'est-ce pas, des collectivités locales, n'est-ce pas, une ambition légitime de son parti politique. Et de ce point de vue-là, ce parti-là s'est affirmé sur la scène politique. Mais comme l'actualité l'oblige aujourd'hui, nous entrons dans la Ve République. Et au moment où on entre dans la Ve République, on note que les partis politiques n'ont plus bonne presse dans notre pays. Les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle n'ont pas été investis par les partis politiques. Ils se sont tous présentés en indépendants. Les partis politiques traditionnels existants n'ont pas pu investir de candidats à cette élection, semble-t-il par réalisme, parce qu'ils se sont dit que s'ils allaient à cette élection-là, ils prendraient la gamelle dans les urnes, car les populations ne font plus confiance aux partis politiques traditionnels, n'est-ce pas? Et donc, l'heure est à la refonte, n'est-ce pas, de tout le système partisan, de tout le système politique partisan. Et donc, il y a là, effectivement, un véritable enjeu pour les partis politiques. Est-ce qu'ils vont rester dans leur fonctionnement traditionnel, ou ils vont s'adapter, ou devoir s'adapter à la nouvelle donne? Et je pense que l'orientation qui a été donnée par le dialogue national inclusif, et n'est-ce pas, et qui est portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'emmener les partis politiques, n'est-ce pas, à évoluer vers une culture de gouvernement, n'est-ce pas, à avoir en tête, n'est-ce pas, la construction de véritables coalitions qui puissent permettre, n'est-ce pas, de faire des compromis pour apprendre à exercer ensemble le pouvoir demain. Pascal Nkoulou, l'idée avait été dans l'air lors du dialogue national inclusif en avril 2024. On parlait de la création peut-être de 4 grands blocs. Alors, avec ces nouvelles orientations, ce cap qui a été fixé, notamment en ce qui concerne l'existence des partis politiques après l'organisation des prochaines échéances, avoir 18 000 membres, un compte bancaire, avoir un siège, mais également 5 parlementaires, 30 conseillers aux prochaines élections. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tous les partis politiques ont la capacité, la possibilité de pouvoir se conformer à ces orientations? Ce qui me plaît, c'est ce sourire que vous esquissez en me regardant. Non. Effectivement, en tant qu'acteur politique, non, écoutez, je sais, Monsieur Fambo, nous sommes liés depuis de longue date. Je sais à quel moment vous voulez me provoquer, à quel autre vous m'épargnez. C'est pas grave, j'accuse le coup. Ce que je veux dire par rapport à la question que vous posez est simple. Vous savez, lorsque de nouvelles exigences s'imposent à vous, il faut s'adapter. Et M. Jean-Christian, comme il a dit, quelque chose qui est important aujourd'hui, il faut revaloriser le fait politique. Il faut le revaloriser à partir de quoi? Il faut le revaloriser à partir des préoccupations de proximité. Vous savez, l'homme politique, c'est un peu comme le médecin de campagne. Vous posez votre oreille sur votre malade, vous allez le voir. C'est cet échange, ce contact, c'est cette proximité qui fait de vous le dépositaire de sa situation. Or,
l'élection présidentielle au Gabon a tout étiolé. On avait Dieu que pour le candidat à l'élection présidentielle et de part et d'autre, on avait un bloc là, et il n'y avait pas de compromis intermédiaire pouvant permettre aux citoyens de mieux maîtriser l'actif politique. Ça a été une très mauvaise chose dans notre pays. Parce qu'à des moments donnés, on a même atteint des niveaux de rupture, de dialogue qui ne permettaient plus de pouvoir identifier l'objet politique des querelles individuelles. Tout s'est entremêlé. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas ne pas couvrir le territoire national. Ou si vous ne pouvez pas le faire, on va vers des regroupements mécaniques qui existaient pour des regroupements idéologiques structurants par ambition intermédiaire. C'est une très bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, tel que je conçois l'initiative, la proposition du président public, c'est que, écoutez, ceux qui ne peuvent pas tout faire tout seuls sont contenus de s'allier entre eux pour arriver à soutenir leur vision. Au travers de quoi? Cette fois, ça va être au travers de l'orientation idéologique. Ça va être au travers de la vision de société que vous avez pour la mairie de Mimongo, la mairie de Bitam. Donc, on aura des alliances plus sur le fait qu'il voulut à l'élection présidentielle parce que c'était une posture incroyable. Regardez, par exemple, je vous prends un cas. Vous aviez dans la ville de Port-Gentil des partis politiques qu'on pensait de l'opposition, mais ces partis politiques, certains ont soutenu le candidat du PDG. Donc du coup, on se disait, mais quand c'est les présidentielles, toute l'opposition est regroupée autour du candidat à l'élection présidentielle. Ça fait qu'il n'y avait pas de lien entre le sommet de l'État et les corps intermédiaires. C'est d'ailleurs pour cela que la loi sur la décentralisation, jusqu'à présent, n'a pas connu de dénouement. Je pense donc qu'il faut effectivement renforcer les mécanismes ou les outils institutionnels pour permettre aux politiques de se dépasser, pour permettre aux politiques de faire des offres de proximité et pour permettre aux leaders politiques de commencer à s'entourer, non pas des nécessités pour l'accès à l'élection présidentielle, mais des nécessités pour exister localement. C'est très important. Donc, il faut avoir un siège. Ce siège, il faut l'avoir dans la capitale par principe. C'est déjà ça, parce qu'il y a des partis ici, ils n'existent qu'en province. Ils ne sont visibles que dans un petit département. C'est là où le leader est et tout se fait là-bas. Ce n'est pas ça. Et donc, il va falloir aujourd'hui s'ouvrir. Il va falloir avoir des visibilités. Bon, encore que c'est juste des petits détails. Mais le plus important, c'est que l'union dynamique des partis politiques doit se faire sur la base des projets et sur la base de l'orientation idéologique. Jean-Christian Kobila, alors, orientation idéologique, est-ce une simple vue de l'esprit au Gabon au regard de ce qu'on a pu observer depuis 1990 où les partis politiques, peut-être dans l'élaboration de leur statut et règlement intérieur, définissent une forme d'idéologie, mais dans la pratique, ça n'a pas toujours été ça. Pascal Koulou parlait de ce rapprochement mécanique qui se faisait notamment en ce qui concernait le Parti démocratique gabonais et toute la galaxie de la majorité et l'opposition également. On se rapprochait plus du leader que de l'idéologie. En effet, mais ce qu'il faut noter, M. Pambo, c'est que dans la perspective, n'est-ce pas, de la loi qui va dorénavant structurer la vie des partis politiques, et c'est entre autres critères, l'exigence d'avoir 18 000 adhérents. Cette exigence participe du souci, n'est-ce pas, du législateur de promouvoir la dimension nationale des partis politiques. Tout à l'heure, M. Nkoulou pointait le fait qu'il y ait des partis qui n'ont d'existence qu'à l'échelle locale la plus réductrice. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, ce qu'il faut dorénavant, c'est l'existence de partis nationaux. Je ne veux pas me faire le défenseur de l'ère du parti unique, mais lorsque nous étions élèves, on nous a dit que le parti unique est né de ce que les partis politiques d'antan, n'est-ce pas, étaient plutôt des ferments de division dans un pays qui avait besoin d'unité, n'est-ce pas, à l'orée de l'indépendance. Et donc, aujourd'hui encore, les partis politiques existants souffrent pour la plupart, n'est-ce pas, de cette propension à incarner les localités des leaders.
leader. Ce qu'il faut dorénavant, c'est que les partis aient le maximum, n'est-ce pas, d'adhérents à l'échelle nationale et même parmi la diaspora. Ça va donner à notre pays, n'est-ce pas, d'avoir des partis politiques, n'est-ce pas, qui se nourrissent des expériences, de la diversité, n'est-ce pas, de leurs militants. Et là, on aura des exécutifs de partis politiques, n'est-ce pas, symbolisant cette diversité nationale, et ça, c'est très important. Donc, c'est un enjeu majeur que celui de remplir ces différentes conditionnalités, mais ça aussi, ça a le mérite, n'est-ce pas, d'avoir des partis qui auront un ancrage véritablement territorial, parce que la dynamique de mobilisation des partis politiques ne peut être effective que si les partis ont un ancrage territorial. Et comme le corollaire de l'ancrage territorial, c'est la construction d'un programme. Et les partis politiques doivent se construire un programme en phase avec les réalités sociologiques, historiques, traditionnelles et culturelles, n'est-ce pas, des populations de notre pays. Alors, Pascal Koudou, autre observation qui a été faite dans notre pays en rapport avec les activités des partis politiques, mais surtout le fait que ces partis politiques ne donnent de leurs nouvelles que lorsqu'il y a des échéances électorales, notamment en ce qui concernait l'élection présidentielle. On sait qu'il y avait une majorité autour du Parti démocratique gabonais, mais que le PDG était considéré comme étant le navire amiral de cette majorité-là. Il y avait également l'opposition. On a tout fait de faire passer des acteurs politiques dans notre pays ces 14 dernières années comme étant des entrepreneurs politiques pour certains, sans remettre en cause évidemment l'actif, on l'a dit, des leaders historiques de la scène politique nationale depuis 1990, que ce soit du côté du PDG ou de l'opposition. On a vu qu'il y a plusieurs compatriotes, et vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même, qui ont estimé que pour se réaliser, par exemple, sur le plan social, il fallait aller faire la politique. Au lieu de développer l'entrepreneuriat, on a plutôt favorisé la création des partis politiques parce que certains avaient compris que pour essayer d'avoir une place sous le soleil, il fallait faire de la politique, notamment aller dans la majorité républicaine sociale et l'émergence, soutenir le PDG ou le candidat du PDG à l'élection présidentielle pour espérer être nommé dans une administration, entrer dans un gouvernement, etc. etc. Est-ce que là, ça vient aussi régler ce problème? Bon, je crois que par rapport au constat, la réalité c'est celle-là. Mais pourquoi? Seulement parce que, vous savez, personne ne veut se faire harakiri. Vos parents ne vous envoient pas à l'école pour après vous voir encore user vos pantalons d'étudiants en tournant en rond dans leur maison. Vous-même, vous ne vous souscrivez pas dans une perspective de perte et profit. Donc, les gens faisaient le choix logique de ce qui existait. Il n'y avait pas d'autre alternative. Vous vouliez travailler? Il fallait louanger le président Mabongo, il fallait après ensuite être dans les bonnes grâces d'Ali Bongo Nimba. Donc le pays a tourné autour de cette façon de fonctionner. Et c'est pour cela que malheureusement, les étapes intermédiaires de la politique n'ont pas été valorisées. On se disait que si vous êtes cadre à la mairie, ça n'a aucune valeur. Si vous êtes cadre dans un département, ça n'a aucune valeur. Alors que c'est les collectivités locales, au travers de la petite entrepreneuriat, qui offrent de l'emploi de manière à ce qu'il y ait une dynamique économique dans les différentes villes. Aujourd'hui, vous avez des villes, vous avez des espaces où il n'y a aucune unité économique, mais vous avez un maire. Quelle est la vision des maires? Si vous êtes élu et que dans votre communauté, dans votre collectivité, il n'y a aucune entreprise, même pas une boulangerie. Vous imaginez, il y a des villes au Gabon où il n'y a même pas de station de service, mais c'est des villes. C'est d'une aberration. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, et je suis d'accord avec ce qui est en train de se faire, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait un grand parti politique? Ce qui a fait le grand PDG, c'était les tendances. Omar Bongo, à sa création, avait attiré ou appelé vers lui des responsables de formation politique. Et il veillait à ce que chaque clan, groupe ou tendance ait la capacité à survivre, mais évidemment... Est-ce que l'exemple du PDG que vous prenez n'est pas un exemple biaisé, sachant quand même que lorsque Omar Bongo ou Albert Bernard Bongo, en 1968, crée le PDG, eh bien, le PDG est parti unique. Donc on est dans un régime de parti unique où il y a une forme de dictature qui est mise en place, où tout le monde est obligé d'être PDG. Donc les gens ne sont pas forcément allés, n'ont pas forcément adhéré au PDG par gaieté de cœur. Donc le contexte n'était pas le même. Non, ça c'est la gestion de l'homme politique.
Mais le fonctionnement du parti a dévié parce que, au lieu que les gens regardent à l'efficacité de production du parti, à produire des réflexions pour développer le pays, ils ont regardé à l'opportunité qu'offre le parti d'accéder à des fonctions politiques. C'est pour ça que les choses n'ont pas bien marché. Omar Bongo, quand il rassemble qui? Il rassemble des cadres des partis qui existaient, du BSD, du Lupunga. Il ne crée pas d'autres cadres. Non, ce sont ces cadres-là qui entrent dans le PDG et avec lesquels ils forment le grand PDG. Voilà la réalité. Au point où les acteurs politiques, même de l'opposition, n'ont pas hésité parfois à rentrer dans les compromissions, les compromis. Oui, mais les gens se sont eux-mêmes laissés vendre. Moi, je suis de ceux qui pensent que si vous êtes président de la République, si votre ambition c'est d'être président, vous ne vous opposerez jamais à celui qui veut veiller à ce que vous soyez président et que vous faites des routes, que vous faites les hôpitaux, vous faites les écoles, vous faites tout ceci. Ça paraît impossible que vous créez vous-même les conditions de votre implosion en ne faisant rien. Je crois que les gens se sont laissés séduire par l'argent facile et n'ont plus voulu assumer leurs responsabilités de relais. C'est aussi simple que ça. Et regardez par exemple, on parle du grand Mitterrand. Mitterrand fait quoi? Mitterrand a uni tous les petits partis socialistes et a créé le grand PS. Chirac a fait la même chose. Donc aujourd'hui, vers quoi est-ce qu'il faut aller? Il faut aller vers l'union de ces structures qui existent pour avoir, regardez, dans tous les partis créés au Gabon, le président fondateur, il n'y a même pas de congrès susceptible d'envisager que l'on le remplace. Donc, grâce à ce qui va se faire là maintenant, on aura des alliances de partis qui existent et c'est la tendance majoritaire qui devrait accéder à la tête du parti. À partir de ce moment, on trouvera et l'expression politique véritable et une dynamique de conquête progressive vers le pouvoir et d'alliance et des compromis sains. Jean-Christian Kombila, alors, Brice Clotaire Oligui Nguema fixe le cap. Évidemment, on parle de la mise en place de ces deux comités, dont un dédié à la rédaction de la loi qui va prochainement encadrer l'activité des partis politiques. Et le second comité, lui, va travailler, on l'a dit, sur le redécoupage électoral. Restons donc sur le premier comité, celui qui a la responsabilité de travailler sur d'élaborer la nouvelle loi qui va encadrer l'activité des partis politiques. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une véritable réconfiguration de l'écosystème politique national, sachant que Brice Clotaire Oligui Nguema, comme il l'a dit aux acteurs politiques, prône l'inclusion depuis le 30 août 2023 et que sa candidature a été portée par l'ensemble des forces vives de la nation, dont le Parti démocrate, dont les partis, notamment le Parti démocratique gabonais qui l'a soutenu. Ça reste le parti qui a le meilleur maillage sur le territoire national. On va vers quoi exactement, vous qui êtes un fait observateur de la scène politique depuis 1990 au Gabon? Est-ce que là, on n'est pas en train d'aller vers une véritable révolution dans notre pays? On devrait aboutir sainement vers une bipolarisation. Une bipolarisation saine, avec d'un côté l'image, n'est-ce pas, que renvoie l'adhésion des partis et forces vives qui sont allés au palais de la présidence de la République hier, n'est-ce pas? Le président de la République, dans son propos liminaire, faisait mention que tous ceux qui étaient là sont d'accord avec le président. Et s'ils sont d'accord avec le président, on peut penser que, je caricature un peu, n'est-ce pas, et je rêve un peu aussi, on peut penser que ces partis-là, qui sont là, vont se greffer autour de l'appareil politique, n'est-ce pas, qui va accompagner le président de la République tout au long de son magistère, et que ceux qui ne sont pas venus pourraient, pourquoi pas, se regrouper autour d'un front du non, et donc pourraient créer une sorte de gauche qui ne dit pas son nom. Et on aurait là-bas, l'autre côté, la droite. Maintenant, si on a ce schéma de droite et de gauche, il est évident que dans la conquête, n'est-ce pas, des pouvoirs intermédiaires, donc les différentes assemblées et collectivités, on pourrait là avoir, n'est-ce pas, des petits partis, n'est-ce pas, qui pourraient naître et qui seraient, eux, attachés, n'est-ce pas, à la conquête de ces partis-là, parce que de ces pouvoirs locaux-là,
Parce que là aussi, les populations, n'est-ce pas, pourraient être tentées, n'est-ce pas, de jouer le rôle d'arbitre en se disant que les grands partis ont, n'est-ce pas, les sphères de pouvoir, n'est-ce pas, les plus importantes à Libreville, donc l'Assemblée et le Sénat, mais qu'à l'échelle locale, on peut donner, n'est-ce pas, ces pouvoirs-là à des partis qui ont, n'est-ce pas, un véritable ancrage local. Maintenant, ce qui est important aussi dans la réforme qui est esquissée, c'est la volonté de restaurer le système partisan. La restauration des institutions passe aussi par la restauration du système partisan, la restauration donc des partis politiques pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre les partis politiques en phase avec leur mission initiale. La mission des partis politiques, entre autres, c'est d'animer le débat politique. C'est de structurer l'opinion. Et cette structuration de l'opinion passe par l'aide à la prise de conscience politique. Les partis politiques n'ont pas toujours joué ce rôle-là. Mais est-ce qu'on n'est pas face à une forme de quadrature du cercle par rapport justement à la réalité de notre écosystème politique aujourd'hui, entre un parti démocratique gabonais qui a soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema lors du référendum, lors de l'élection présidentielle, mais après l'élection qui a tout de suite dit: nous, PDG, on va aux prochaines élections, on va participer aux élections législatives, aux élections locales, et un Brice Clotaire Oligui Nguema devenu président pour les 7 prochaines années, mais qui a besoin justement d'avoir un appareil politique. Alors, comment on fait, comment le PDG fait, comment les autres partis politiques qui ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema font, comment Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même y fait, sachant que le Rassemblement des bâtisseurs avait stoppé son opération d'adhésion physique des populations. Est-ce que là, par rapport à ces échéances électorales qui se profilent à l'horizon, le RDB est obligé à nouveau de relancer sa machine? Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Rassemblement des bâtisseurs travaille. Et le Rassemblement des bâtisseurs travaille. Sans doute que la stratégie de communication a été repensée. Je ne doute pas un seul instant que dans les coulisses, en silence, la stratégie qui a été privilégiée, c'est celle de travailler de façon efficace, mais discrète. Mais ça aussi, les autres partis politiques, et ce n'est pas M. Nkoulou qui me démentira, les partis politiques travaillent, n'est-ce pas, à une réflexion visant à les rassembler, n'est-ce pas, le plus efficacement possible pour pouvoir coller à la nouvelle donne. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est coller à la nouvelle donne. Vous parliez tout à l'heure du Parti démocratique gabonais, mais vous savez tous la levée de bouclier qu'il y a eu lors du dialogue national inclusif, n'est-ce pas, contre le Parti démocratique gabonais. C'est un parti qui doit repenser sa structuration interne, son fonctionnement et peut-être même réadapter son programme de gouvernement. C'est un parti qui avait été conçu pour la préservation du pouvoir, mais il est maintenant venu le temps de reconquérir le pouvoir et ça appelle une nouvelle réflexion, ça appelle un nouvel état d'esprit, ça appelle sans doute aussi une redéfinition des profils des nouveaux dirigeants du parti. Rapidement, avant qu'on aborde quand même le point relatif à la mise en place du comité sur le une redécoupage démocratie électoral. active sur le plan institutionnel, sur l'intérieur des partis politiques, les courants n'existent pas pour créer des challenges. Parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est des ambitions stratifiées. Il y a des gens qui sont dans un parti, ils veulent juste être conseiller municipal. Il y en a qui veulent être maire, il y en a qui veulent être juste député, il y en a qui, tout en étant député, pensent qu'ils peuvent accéder au péché de l'Assemblée nationale. Il y en a qui pensent que, bon, moi je vais être président de la République. Donc, c'est toutes ces dynamiques qui conduisent la vitalité du parti. Or, dans les partis politiques aujourd'hui, si vous dites quelque chose qui ne plaît pas au leader, il s'arrange à vous virer. Et pire, la loi lui donne la possibilité de vous virer et la loi lui donne la possibilité de vous garder, sachant bien qu'il ne peut pas vous investir aux élections pour ne pas vous autonomiser. Donc, il faut effectivement tout revoir de manière à ce que la dynamique d'engagement qui conduit le citoyen à faire le choix d'adhérer dans un parti, que cette dynamique soit garantie par le fait que dans les partis politiques, il y ait des courants. Ce sont les dynamiques des différents leaders qui rendent un parti fort. Or, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, vous, au Gabon, un parti qui a des courants? C'est pour ça que c'est intéressant de vivre cette expérience. Parce que même le grand PDG, entre parenthèses, on a vu les initiatives de courant net.
On a vu les rénovateurs, on a vu les appelistes. Omar a tout fait de tout parce qu'il voyait le danger de ce que le parti risquait de lui échapper du fait que c'est le courant majoritaire à l'Assemblée, dans les assemblées locales, qui risquait d'imposer au président que ça marche. Donc c'est bien qu'on aille vers cette tendance d'élargir les conditions de création d'existence pour permettre qu'il y ait une infusion, une sorte d'inclusion des forces citoyennes à l'intérieur d'un parti et qu'il y ait une vitalité de débat sain sur le plan démocratique. Deuxième comité, celui qui est mis en place pour procéder au redécoupage électoral. On en a parlé depuis la semaine dernière sur Télé Africa dans nos différentes émissions, notamment 21h, le grand rendez-vous le mardi, et même dans Ligne de Mire. Vous avez souhaité justement qu'il y ait ce découpage électoral parce que... Ah oui, non. Vous savez, vous avez dit depuis plusieurs décennies, non, M. Pambou, je suis candidat au 6e depuis à peu près 10 ans. Non, présent en tant qu'acteur politique, pas en tant que... Oui, bon, d'accord, en tant qu'acteur politique, oui, c'est bien. Parce que j'ai l'impression qu'à cette émission, vous me titillez. C'est pas grave. Donc, pour ce qui est du découpage électoral, le principe du vote, c'est un homme, une voix. Ça veut dire que la représentativité, c'est quoi? La représentativité, c'est la charge que vous portez pour vendre, défendre et promouvoir un espace avec des citoyens à l'intérieur. Donc cette charge, il faut la repartir sur l'ensemble des représentants à l'Assemblée nationale. Or, si moi, je suis élu avec 100 électeurs, vous, il faut 15 000, monsieur Jean-Christian, 20 000. Bon, écoutez, comment je peux avoir la même voix que vous à l'Assemblée nationale? Parce que les problèmes qui portent dans une région, localité de 10 personnes, on n'a pas besoin d'un hôpital de première catégorie. On n'a pas besoin même d'une école. On n'a pas besoin d'un CS. Or, vous, il vous faut pas seulement un hôpital, mais il vous faut des hôpitaux intermédiaires. C'est-à-dire, il faut des cases de santé, il faut ceci. Il ne vous faut pas une école primaire, il vous faut des écoles, il vous faut des lycées, il vous faut même peut-être une université. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et la proximité n'est pas la même. Moi, en une journée, je prends mon véhicule, je fais le tour de mes 4 villages, on a partagé les convivialités régulières, ben, je suis un bon député. Mais vous, avec 15 000 personnes, comment vous faites? Donc, il faut revoir le découpage électoral pour qu'on l'allie sur les éléments scientifiques. Soit c'est la démographie, soit c'est la superficie, mais en tenant compte de la démographie essentiellement, si on veut s'en sortir. Quand vous parlez de démographie, évidemment, c'est la population. On sait que la province de l'Estuaire, notamment la ville de Libreville, est celle qui concentre la majorité de la population gabonaise. Près de 800 ou 900 000 âmes y vivent. Alors, ce découpage électoral, là, Jean-Christian Combinant, privilégie quoi? Le territoire, la démographie? En plus, il y a les réalités économiques aussi. On prend tout en compte. On prend tout en compte. Il faut une réflexion systémique. On ne peut plus se contenter d'une réflexion sclérosée qui cloisonne le débat et la compréhension des thématiques. Il faut toute une réflexion systémique. Monsieur Nkoulou a bien planté le décor en indiquant que l'autorité d'un élu aussi, n'est-ce pas, est tributaire de sa légitimité. Et ce sont les populations qui confèrent la légitimité à tout élu. Donc, un élu dans un village de quelques dizaines de personnes ne peut pas avoir la même autorité qu'un élu qui, lui, parle au nom de 15 000 personnes. Et la pire des choses, c'est parfois de voir au perchoir arriver un président de chambre qui est élu par une portion d'électeurs, alors que les élus qui ont des électeurs estimés en centaines ou en milliers n'accèdent même pas aux responsabilités au sein des bureaux des chambres. Donc il est important effectivement d'entrevoir ce redécoupage électoral-là. Ce qui est important aussi à relever, c'est la perspective de composition de ces commissions. Alors, on a parlé d'universitaires, on a parlé d'experts, on a parlé de politique, on a parlé de représentants de partis. Donc cette diversité, n'est-ce pas, de
membre au sein de ces commissions-là, n'est-ce pas, doit pouvoir permettre d'avoir un résultat abouti et attendu par l'ensemble de la nation. Est-ce qu'il faut également ajouter le point relatif au redécoupage administratif? Parce qu'il y a eu des communes ou des districts de moyen exercice qui ont été créés sans qu'on ne tienne compte d'un ensemble de réalités aussi. C'est le constat qui est fait dans notre pays. Un département obéit à des critères. Certains doivent être d'ordre économique, d'ordre démographique et par rapport à la superficie. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire, voilà une commune, vous n'avez que 2 épiceries. Écoutez, les ressources de la commune proviennent de quoi? Mais justement, des taxes, mais vous n'avez que 2 épiceries. Et puis après, voilà, l'État donne un véhicule, l'État structure, l'État s'appauvrit. Il faut rester dans le champ des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, la réalité, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde à la superficie, aux investissements qui existent, et à la population qui y vit. Et comme M. Jean-Claude disait, il faut qu'il y ait une diversité. Vous ne pouvez pas avoir une commune où il n'y a pas de lycée. Mais attends, qu'est-ce qui fait la réflexion intellectuelle d'une commune? Qu'est-ce qui fait en sorte que le lecteur qui y vit soit exigeant? C'est le fonctionnaire qui y va, c'est l'industriel qui s'y développe, c'est le consommateur qui fait face à plusieurs difficultés. C'est ça qui rend dynamique et qui valorise les mandats. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a favorisé les détournements dans notre pays? J'ai essayé de mener la réflexion. C'est triste parce que je vous dis, mais j'ai l'impression que c'est ça la réalité. Lorsque vous êtes élu dans un département où il n'y a pas d'hôpitaux, et qu'on vous envoie, vous, ministre de la Santé, vous n'avez aucun chagrin pour détourner l'argent des hôpitaux, parce que chez vous, il n'y en a pas. Mais si vous êtes élu de la ville de Libreville, et que tous les jours, vous voyez défiler chez vous des centaines de personnes qui se plaignent des conditions qu'il y a dans nos hôpitaux, vous réfléchissez à 2 fois avant de poser un tel acte, parce que c'est ça qui va valoriser votre rendu parlementaire. Or, vous avez des parlementaires, ils font des tournées pour dire aux gens, on a voté une loi qui met le Gabon en rapport avec l'ONU. Mais quoi, le gars qui habite chez moi, qu'est-ce que ça lui importe de savoir ce que le Gabon a ratifié tel accord par rapport à l'ONU? Le gars, il veut voir, est-ce que la route de Bitam est devenue beaucoup plus grande? Est-ce qu'il y aura une activité économique? Voilà ce qui les intéresse. Mais pour qu'il y ait ce type de choses, il faut que les espaces qu'ils couvrent soient des espaces mosaïques avec une dynamique. C'est pour ça que je soutiens le principe qu'il faut, en moyenne, une université par province, parce que ça va créer des courants de pensée, ça va créer des courants interculturels. Jean-Christophe Kabila, quid de la réalité sociologique dans ce redécoupage prévu en rapport justement avec les prochaines élections? Parce qu'il y a aussi d'autres réalités sur le terrain en rapport justement avec cette sociologie qui est la nôtre. Oui, il y a des réalités sociologiques qu'il faille prendre en compte. Nos villes font face aujourd'hui à 2 phénomènes, je ne dirais pas complémentaires, mais parfois contradictoires. En même temps que l'on a une ruée des populations vers les grandes villes, n'est-ce pas, les villes urbaines, pour pouvoir y trouver un emploi et mieux vivre, n'est-ce pas? Nous avons des villes qui souffrent de ce que nos frontières poreuses, n'est-ce pas, permettent l'arrivée d'un certain nombre de personnes, souvent d'immigrés qui viennent parfois de façon clandestine, et qui arrivent là aussi avec leurs habitudes, avec leur manière de vivre, leur façon de penser, de se vêtir, et ça apporte une évolution, entre guillemets, n'est-ce pas, des mentalités dans nos populations, et qui fait que souvent la vie en société, là, devient une problématique politique que doivent prendre en compte les élus. Mais là aussi, n'est-ce pas, les élus doivent faire à la fois montre de flexibilité et de rigueur, parce qu'on s'enrichit, n'est-ce pas, des courants venus de l'extérieur, on s'enrichit de l'imagination des autres, de leur force de travail, mais il faut être capable de porter ça. Et pour porter ça, il faut
une autre mentalité, un état d'esprit en phase avec la nouvelle donne. Vous voyez qu'il y a un véritable projet économique global, n'est-ce pas, qui structure le mandat présidentiel qui commence. Et là, les provinces où il y a du potentiel économique vont être attractives. Les gens viendront non seulement de l'intérieur du pays pour aller vers ces localités-là, mais les gens viendront également d'ailleurs pour arriver là-dedans. Et donc, on peut avoir des villes qui vont connaître un afflux massif, n'est-ce pas, de population. Et ça doit être pris en compte, n'est-ce pas, dans ce redécoupage-là. Donc, il faut une nouvelle politique d'identification des personnes qui y vivent. Et tout ceci doit participer, n'est-ce pas, de cette nouvelle architecture politique qui est en train de naître. On va peut-être terminer par là, tout en restant sur cet aspect lié à la sociologie, justement en rapport avec ce redécoupage. Vous avez parlé des aspects liés à la démographie, au territoire. On parle là de l'aspect sociologique. Il y a, au Gabon, il y a deux capitales. Il y a la capitale politique administrative qui est Libreville et la capitale économique qui est Port-Gentil. La capitale du Gabon, Libreville, est une capitale dans laquelle la mairie a souvent été gérée par des autochtones. Il y a ce débat-là qui a été remis au goût du jour à plusieurs reprises, notamment chaque fois que l'un des acteurs politiques les plus connus de la place, qui est peut-être l'homme politique qui a davantage investi, fait des réalisations dans la ville de Libreville, Jean-Boniface Asselé s'est essayé à vouloir être maire de la capitale gabonaise. Pourquoi un non-autochtone de la province de l'Estuaire, de la ville de Libreville, ne devrait pas justement accéder à la fonction de maire? C'est vrai, il y a les départements, évidemment, mais il y a Libreville, il y a Port-Gentil, ce sont des capitales. Pourquoi Pascal Nkoulou, si vous vivez, vous, en tant que fond originaire de Bitam à Port-Gentil, vous ne pourrez pas être maire de Port-Gentil? C'est des constats, des paradoxes des politiques héritées du régime Bongo. Vous ne pouvez pas prôner l'inclusivité en parlant d'union nationale et développer des mécanismes de séparation à tous les niveaux. Regardez par exemple, vous avez des départements. Chaque département, enfin des provinces, et il y a plusieurs petits départements. Du coup, il n'y a pas de dynamique entre les différentes communes provinciales. Aujourd'hui, vers quoi il faut aller, avant d'arriver à la question de Libreville? Il faut dissoudre les assemblées départementales et n'avoir qu'une seule assemblée provinciale. Ça va permettre quoi? Ça va amener le concurrent, donc les concurrents au mandat de l'assemblée provinciale, à réfléchir pour toute la province en une seule fois. Du coup, on va émerger des compétences que plus personne ne peut contrôler sous la base de la position ethnique ou tribale. Parce que si vous prenez par exemple le cas du Rolentem, vous avez à penser de Medoune à Bitam, je vous assure, vous serez impossible de dire, nous, Titi, on va dire, c'est notre affaire à tous. Donc, en ce qui concerne les politiques des routes, tout le monde va s'y mettre. En ce qui concerne les politiques de développement commercial, tout le monde va s'y mettre. Et du coup, les questions ethniques sont abolies d'elles-mêmes parce que l'intérêt va au plus grand nombre. Il en va de même pour Libreville. On ne peut pas, aujourd'hui. Vous avez une ville qui a 800 000 habitants et rester sur le fait que, bon, il n'y a que les non-originaires qui peuvent être la tête de cette ville. Mais si un non-originaire n'a pas l'ambition, en termes d'ambition, je parle de vision. Les originaires, ouais, oui, les autochtones. Un originaire de l'Estuaire n'a pas de vision pour la commune de Libreville, mais il a une vision pour Kango, il a une vision pour Ntoum, il a une vision pour Ovendo. Et vous voulez absolument que ce soit l'un d'entre eux. Comment voulez-vous faire émerger les compétences et les savoirs et inciter tous ceux qui peuvent apporter pour que la ville se développe? C'est pour ça qu'il faut rapidement sortir du code électoral et les éléments qui ne sont pas inscrits pour que la nouvelle mentalité du politique de demain soit une mentalité inclusive, une mentalité vers l'objectif et l'efficacité. Merci beaucoup Pascal Nkoulou, merci également vous Jean-Christian Kombila, puisqu'on est arrivé malheureusement au terme de l'émission, on a même débordé de 2 minutes déjà. Rappelez évidemment qu'il y a dans le cadre de ces élections qui seront organisées à partir du 27 septembre prochain,
la mise en place de ces 2 comités qui seront chacun composés de 30 membres, dont 15 représentants des partis politiques, 15 autres membres issus des juristes, des administratifs, des parlementaires et autres experts. On va revenir sur cette actualité dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.